En août dernier, l'Europe décrétait un embargo avec la Russie. Et l'inverse. C'est l'inverse. Et la fermeture du marché russe à de nombreux produits agricoles, dont la pomme, a déstabilisé le marché européen. Cela a conduit les opérateurs à réorganiser leur circuit de commercialisation et à chercher de nouveaux débouchés. Alors pour parler de ce sujet, d'autant que je rappelle que la pomme est le produit à l'honneur de ce 7e Medfel, nous recevons Daniel Sauvetre, qui est le président de l'Association nationale Pommes et Poires, Jean-Louis Bouni, qui est agent commercial, spécialiste du marché russe et qui travaille notamment pour la société Perlim, et Eric Gouache, qui est le président de l'AFRA. L'AFRA, c'est l'association France-Russie pour l'agroalimentaire. Donc il est en première ligne pour les produits, pour les fruits et légumes, mais aussi pour les produits laitiers, la viande, etc. Enfin, on en parlera longuement. Alors, Daniel Sauvet, je vais commencer par vous. Donc on était le 6 août, vous étiez en Turquie, et vous étiez en train de préparer la récolte, la prochaine récolte européenne de pommes, et bing. Oui, parce que l'an passé à Istanbul, le 6 août, se tenait le Prognos Fruit, c'est la prévision de récolte européenne qui se tient chaque année quelque part en Europe ou en dehors. Et ce même jour, ici les prévisions le même jour où on annonçait pour la récolte européenne une récolte quasi record, 12 millions de tonnes, et bien ce même jour on apprenait l'embargo russe. Et donc le calcul pour chacun des opérateurs était relativement simple, c'est à dire nous avons 1 million de tonnes de plus que l'an passé à commercialiser, et en plus nous apprenons que nous perdons un débouché sans doute d'environ 750-800 000 tonnes. Si on y ajoute le fait qu'on était sur une fin de campagne difficile avec encore quelques reports de stock, tous les opérateurs se disaient on est à 2 millions de tonnes de trop cette année pour que le marché aura de la peine à absorber. Donc on a commencé avec le moral dans les chaussettes, et immédiatement il s'est passé une déflagration dans la tête des opérateurs en se disant ça va être très difficile, et on a consenti des prix relativement faibles, voire très faibles, dès ce début de campagne. Voilà. Alors, avant d'aller plus en avant sur la pomme, Eric Gouache, vous êtes donc président de l'AFRA, l'association France-Russie pour l'agroalimentaire. L'embargo va au-delà des pommes et des fruits et légumes. Oui, bien évidemment, l'embargo est un embargo alors qui se voulait total au départ. On s'est aperçu rapidement qu'il y avait des produits qui n'étaient pas concernés par l'embargo, notamment certains produits laitiers et des vins et spiritueux. Donc déjà, la question... Ils ne sont pas fous les Russes. Ils ne sont pas fous les Russes. Donc il y avait une relativité sur le côté total de l'embargo. Bon, ceci étant dit, effectivement, c'était un embargo total auquel on ne s'attendait pas, puisqu'il y avait quand même eu des prémices les mois précédents, avec la Moldavie qui avait déjà subi un embargo phytosanitaire au mois de juillet. S'en est suivi un embargo sur la Pologne qui nous a beaucoup plus inquiétés à partir du 1er août. Et l'embargo donc européen agroalimentaire à partir du 6. Donc ça a été une échelle de sanctions. Rappelons que la Pologne, c'est le premier producteur européen de pommes, et son premier débouché, c'est la Russie. Jean-Louis Bouni. Oui, effectivement, on a tous été pris au dépourvu, mais je dirais les conséquences de l'embargo qui étaient de fragiliser, puisque c'est de la politique tout ça, qui était de fragiliser le président russe, ont eu des effets contraires à ceux attendus, bien évidemment. Dans la vie, il y a le rationnel et le passionnel. Nous sommes dans le rationnel, nous sommes des producteurs et des commerçants. Les politiques travaillent dans l'émotionnel, donc ils nous ont surpris avec ces sanctions, d'abord côté européen, côté américain. Oui, il faut rappeler que l'embargo russe répond à des sanctions européennes et américaines Moi, je ne suis pas ici le porte-parole du président de la Russie, mais on peut comprendre la réaction des Russes, bien sûr. Mais comme on est dans l'émotionnel complètement, ce n'est pas nous qui pouvons décider de ce qui va se passer maintenant. On peut supposer que les sanctions peuvent être supprimées aussi vite qu'elles sont apparues, puisque nos dirigeants ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte quand même que qui souffre de ça? Les peuples, bien sûr, donc, qui manquent de certains produits. Donc, on ne va pas citer tous les gens tous les pays qui sont concernés fortement, mais il y en a qui sont concernés plus fortement que d'autres, bien sûr. Mais les producteurs, les commerçants, il y a beaucoup de gens souffrent de ça totalement inutilement, puisque de toute façon, on attendait des résultats politiques qui ne sont pas arrivés. Donc forcément, l'embargo va disparaître, peut-être demain, peut-être le 7 août. Oui, parce que pour l'instant, l'embargo a été pris pour 1 an, mais on y viendra tout de suite. Mais c'est ça, en théorie, le 7 août au matin, tout s'arrête.
En théorie, oui, effectivement. En marge de la période d'1 an qui a été imposée par Vladimir Poutine, il y a un état des lieux qui sera effectué le 31 juillet, en fonction duquel... C'est qui réalise cet état des lieux? Ce sera la Commission européenne qui va décider si elle reconduit ou pas les sanctions contre le marché russe, en fonction duquel, bien sûr, la Russie répondra de la même manière à laquelle elle a répondu le 6 août. Alors, sur quoi portent les sanctions européennes envers la Russie, pour être précis? Les sanctions sont des sanctions économiques, sont des sanctions, enfin, comme disait Jean-Louis, la base de ce problème-là n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Donc on peut toujours apporter des raisons techniques à un problème politique, mais là, en l'occurrence, c'est des réponses à des sanctions européennes qui étaient tablées sur des saisies d'avoirs de certains oligarques russes, sur des restrictions d'obtention de visas, enfin, toute une série de mesures qui étaient décidées pour gêner le pouvoir russe. Donc c'est pas embargo contre embargo, c'est sanctions et embargo en réponse à des sanctions. Exactement. Voilà, pour qu'on soit bien précis. Jean-Louis Bouni, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, donc il y a des investissements qui devaient se faire également en Russie qui n'ont pas été faits. Donc la Russie est quand même frappée fortement, d'autant plus que le prix du pétrole a beaucoup chuté et que la Russie est un pays qui vit encore de la rente pétrolière. La rente pétrolière, gazière, en fait des matières premières, donc c'est pas à négliger de toute façon. Mais nos dirigeants connaissent trop mal la Russie, nos journalistes aussi, la plupart du temps. Le présent s'explique par le passé, on connaît mal la Russie. Et on devrait créer en France, ce qui avait été fait par Reagan, par exemple, qui avait été fait également par le président américain en 1947 sur la suggestion du numéro 2 de l'ambassade américaine, bien sûr, à Moscou. Donc, on devrait créer des think tanks, des groupes de réflexion composés d'universitaires, composés d'autre part également, évidemment, de commerçants, de gens qui travaillent avec la Russie, et en complément des analyses qui sont faites par les services de renseignement, de façon à comprendre ce pays. On n'aurait pas fait cette erreur-là si on connaissait la Russie. C'est une idiotie complète. Ouais. On relève cette idée de groupe de réflexion. Vous qui connaissez bien la Russie, vous avez évoqué, il y a les sanctions, la chute du cours du pétrole, le rouble aussi a chuté. Comment vivent les Russes actuellement? Quel est le climat en Russie économique et social? Si vous venez à Moscou, vous voyez une capitale, donc c'est comme si vous venez à Paris. On ne peut pas dire que la France se porte très bien actuellement. Vous n'avez pas l'impression... J'étais la semaine dernière avec ma femme à Moscou. Notre fille fait des études à l'université à Moscou, donc ma femme voulait la voir quelques jours. Et elle me dit, je suis surprise de voir que finalement la Russie ne vit pas du tout comme on l'imagine. Je dis, je te le dis tous les jours, mais elle me dit, on voit des gens dans la rue habillés normalement, à l'occidental. Tous les magasins brillent de mille feux, les restaurants sont pleins, les restaurants sont moins pleins qu'avant, c'est pas vrai. La Russie vit une crise, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, beaucoup d'entreprises qui ont fermé, bien sûr. Donc la Russie vit une véritable crise. Mais par contre, le peuple russe est soudé derrière son président bien plus qu'avant. J'ai beaucoup d'amis qui n'étaient pas forcément très poutiniens et qui disent actuellement, on soutient Poutine à 100%. J'ai une amie peintre à qui on a proposé une somme importante pour un tableau, mais c'est un oligarque qui était très anti-poutinien avant, un oligarque ukrainien. Elle m'a dit, je donnerai ce tableau à Poutine, mais je ne le vendrai jamais à un oligarque ukrainien, quelle que soit la somme qu'elle me donne, même s'il m'en donne 2 millions d'euros. Donc le peuple russe est soudé derrière son président. C'est un fait. Voilà, on a obtenu l'effet inverse. En fait, les politiques ont obtenu l'effet inverse de ce qu'ils voulaient obtenir. Éric Gouache, l'AFRA, l'Association France-Russie pour l'agroalimentaire, n'a pas été créée l'année dernière au moment de l'embargo russe. Elle existait depuis longtemps parce qu'il y avait un besoin de dialogue entre les entreprises françaises et des entreprises russes. Vos partenaires russes, comment ils vivent cette situation ? Alors, déjà, pour resituer la création de l'AFRA, en fait, ça venait pas spécialement d'une volonté expresse d'établir un dialogue qui existait déjà par nos pouvoirs publics. C'était simplement pour mutualiser les connaissances et les pratiques des fédérations professionnelles, pour parler d'une seule voix sur nos pouvoirs publics, pour être beaucoup plus représentatifs et avoir des effets beaucoup plus concrets que, j'allais dire, de travailler en ordre dispersé. Voilà, ça c'était l'origine de l'AFRA. Donc je rappelle que l'AFRA représente pour les 2 tiers les filières animales et pour 1 tiers les filières végétales. Et nous avons intégré il y a quelques mois des filières laitières, des produits laitiers.
Ceci étant dit, au niveau de l'AFRA, il y a eu une approche, bien évidemment, nous avons une cellule de veille avec les services phytosanitaires russes, donc nous sommes en contact régulier avec un service qui s'appelle le Rossel-Koznadzor, c'est un peu barbare comme nom, mais c'est le nom des services phytosanitaires russes, avec lesquels donc, nous maintenons en fait les dossiers techniques pour qu'à la levée, un jour ou l'autre, de l'embargo, le dossier français ne soit pas en dessous, mais au-dessus de la pile. Donc j'allais dire, on n'a jamais autant travaillé que durant l'embargo. Donc le dialogue n'est pas rompu, bien au contraire. Absolument pas. Daniel Sauvêtre, donc on va revenir à la situation au mois d'août dernier et puis à la campagne qui s'est déroulée. Donc vous avez dit, vous êtes reparti d'Istanbul avec 2 millions de tonnes de pommes dans les bagages. Vous avez accepté, vous, la filière européenne de production de pommes, une baisse des tarifs. Comment s'est déroulée la campagne depuis ? Eh bien, la campagne, ce qui a été surprenant, c'est que chacun était inquiet sur l'écoulement. Et en fait, la consommation a sans doute été meilleure que prévu. On avait une très belle qualité, ce qui fait que les flux ont plutôt été élevés. On les a mesurés régulièrement. Et on a également pu constater à l'échelle européenne que la perte de débouchés russes, finalement, ça avait été équilibrée en termes de débouchés global par d'autres destinations. Donc en termes de fluidité des ventes, ça a plutôt été bon. Et aujourd'hui, de manière un peu surprenante, il y a eu une certaine résorption de l'excédent de stock constaté au départ, y compris si on peut accepter les chiffres de nos amis polonais qui aujourd'hui, après avoir lancé une récolte record, avec la perte d'un débouché, mais sans doute que partielle, hein, peut-être qu'on pourra le dire à côté, puisque en dehors, semble-t-il, de coûts administratifs élevés pour pouvoir accéder au marché russe, les pommes polonaises ont continué d'accéder au marché russe, et donc au fil du temps, ils annoncent aujourd'hui un stock qui ne serait pas tellement supérieur à ce qu'il était l'an passé. Et pour ce qui concerne l'Italie, par exemple, avec des ventes très élevées, de 300 000 tonnes d'excédent à la récolte, on n'est plus qu'à 100 000. Bon. Donc de ce côté-là, l'écoulement, c'est plutôt rassurant, mais grosse pesanteur encore aujourd'hui et peut-être encore durablement sur les prix pour certaines variétés. D'autres ont été plus protégées, c'est-à-dire les variétés produites en France, consommées en France, avec une petite récolte en France, avec un rapport offre-demande meilleur. Ça a été forcément impacté par l'ambiance générale, mais moins. Jean-Louis Bouni, oui. Daniel Sauvêtre vient de dire que les pommes polonaises sont commercialisées sur le marché russe. C'est un embargo passoire C'est un embargo passoire, bien sûr. Tout ça, évidemment, au-dessus des autorités russes, bien évidemment. Les Russes savent très bien combien ils rentrent de pommes, il faut à peu près, en tout cas, c'est facilement contrôlable. Alors, ne serait-ce qu'en allant regarder ce qui se passe dans ce qu'on appelle les bazas, c'est-à-dire les mines russes, donc à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Je dirais que jusqu'au début février, il y avait peu de pommes polonaises en Russie, pratiquement pas. Mais depuis le mois de février, il y a une invasion de pommes polonaises en Russie. Il y a énormément de pommes polonaises en Russie. Et certaines même sont vendues d'ailleurs avec l'étiquette Pologne. Donc j'étais surpris de voir aussi bien donc, dans des mines que dans des magasins. J'ai même vu des fruits avec une étiquette Spain la semaine dernière, donc à Moscou. J'étais très étonné. Ça n'empêche pas que de temps en temps la police russe ou biélorusse donc, fait semblant de faire un peu le ménage. 17 douaniers ont été mis en prison il y a 3 semaines en Biélorussie. Donc la Russie a envoyé une commission pour faire un audit en Serbie, parce que l'Italie était très étonnée de voir que la Serbie a produit à peu près 100 fois plus de pommes que l'an dernier. Donc, avec les autres années, on ne fait pas 100 fois plus, mais beaucoup, beaucoup plus. Donc, au moins le double, oui. Mais on peut vendre des fruits en Russie, mais les flibustiers qui font les faux papiers au passage prennent tellement d'argent que ça renchérit le coût de la marchandise. Et comme en plus le rouble donc, a perdu beaucoup de sa valeur, effectivement, ça fait une pomme très chère arrivée sur les étagères. C'est ce que les flibustiers, c'est ce que Daniel Sauvêtre appelait joliment les frais administratifs, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour faire ça. Les Russes sont spécialistes, c'est comme ça que cela a été évoqué par le représentant de la pomme polonaise à WAPA, qui lors de notre conférence a dit que ce qui rendait l'opération difficile, ce sont les coûts administratifs. Voilà, c'était joliment dit. Oui, bon, mais on a l'habitude, dans nos pays maintenant, on ne parle plus qu'en langue de bois. De temps en temps, il faut peut-être être un peu politiquement incorrect. Je vous remercie. Il faut effectivement des gens pour faire ça. Et je veux dire, il ne manque pas, il y en a plein. Il y a une filière qui a été fermée en Biélorussie, mais il y a plein d'autres filières en Biélorussie, et avec la complicité de la Lituanie et d'autres, bien sûr.
sûr, oui, tout à fait. Bien sûr qu'on peut vendre des pommes, à condition de les vendre tellement bon marché qu'on les donne, et à ce moment-là, ça permet de les vendre, oui. Mais les prix sur certaines pommes remontent. Moi, je vends de la Golden, surtout. On recommence à vendre un peu de Golden. Évidemment, on les vend à nos clients, après ils se débrouillent. Mais il y a une demande de Golden parce qu'il n'y a plus de Golden. Alors, on va vendre de la Golden maintenant, oui, jusqu'au mois de juillet, sans aucun doute, oui. Éric Gouache, en dehors d'être président de l'AFRA, vous êtes opérateur commercial, vous vendez vous aussi des fruits et légumes et notamment des pommes. Vous confirmez ce que viennent de dire Jean-Louis Bonny et Daniel Sauvêtre? Vous avez senti les mêmes choses? Oui, non, il faut remettre un petit peu les choses à leur place. Il y a un cadre légal que je dois rappeler. Le cadre légal, c'est que les produits européens ne doivent pas quitter les pays sous embargo en changeant leur origine. Ça, il faut que ce soit clair là-dessus. Donc les opérateurs... Ça, c'est la règle communautaire. On est bien d'accord. La règle communautaire implique de conserver et de ne pas, surtout pas changer l'origine. Donc les opérateurs sont libres d'exporter leurs marchandises où bon leur fasse, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, et quitte à ces opérateurs-là éventuellement d'utiliser des subterfuges ou, comme disaient, des frais administratifs pour qu'ils arrivent d'une manière ou d'une autre sur le marché russe. Voilà, il faut être clair. Et personne n'en est dupe. Mais concrètement, il y a encore une fois un cadre légal dont les opérateurs sont tenus de l'appliquer. Ceci étant dit... Il était bon de rappeler qu'il existe un cadre légal. Et oui, parce que c'est déterminant, puisque si on veut être cohérent et avoir suffisamment de pouvoir sur les négociations futures, si nos pouvoirs publics s'aperçoivent que ça part à volo de part et d'autre, il n'y aura plus justement de cadre de discussion. Donc il faut revenir au principe de base, à savoir que le pays qui est sous embargo a absolument le droit d'exporter sa marchandise où qu'il veut, quitte à l'opérateur d'en faire ce qu'il veut, ce n'est plus notre problème. Maintenant, il faut que je rappelle également qu'un opérateur russe, un importateur, a tout à fait le droit d'acheter un produit issu d'un pays sous embargo et de l'exporter chez un de ses clients ailleurs. Donc il y a deux choses à éclaircir. L'opérateur russe n'est pas sous embargo lui-même. Il a le droit tout à fait d'acheter de la marchandise et de l'exporter à Dubaï ou à Singapour. Du moment qu'elle ne passe pas... On est bien d'accord. C'est l'origine qui est sous embargo. D'accord. Et alors, donc, en tant qu'opérateur, vous êtes retrouvé avec des produits à changer de destination, à trouver de nouveaux acheteurs, de nouveaux clients, de nouveaux pays. Comment vous avez procédé? Comme le rappelait Daniel, ça a été une catastrophe. Je rappelle quand même que l'agroalimentaire sur la Russie, c'est plus de 2 300 000 tonnes. Donc on ne trouve pas 2 300 000 tonnes de clients sous le sabot d'un cheval. Donc il a fallu user d'idées et de trouver des débouchés, soit qui étaient déjà existants, qu'on a réactivés, soit des marchés en prospect qui n'existaient pas. Donc il y a eu véritablement un raz-de-marée de toute l'Europe qui livrait le marché russe sur tous les pays, mondiaux existants. Là, les États-Unis ont été touchés par un embargo de la même nature de la part de la Russie? Oui, enfin, les États-Unis livraient le marché russe, mais pas dans les mêmes proportions. Ouais. D'ailleurs, j'entendais les pouvoirs publics américains qui disaient que l'incidence sur le marché américain était très faible, puisqu'en l'occurrence, la part de marché ne dépassait pas 1%. Mais ce sont les mêmes produits qui sont sous embargo côté européen et côté États-Unis, ce sont les mêmes produits? Absolument. D'accord. D'ailleurs, je rappelle que les pays sous embargo ne se limitent pas à l'Europe géographique, puisqu'il y a la Norvège, il y a l'Australie et les États-Unis, effectivement. D'accord. Daniel Sauvêtre, donc maintenant l'hiver est terminé, la campagne poursuit son chemin. On en est où aujourd'hui dans la recherche de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés, dans l'attente de ce qui va se passer fin juillet, début août? Est-ce que les producteurs et les opérateurs européens ont trouvé de nouvelles positions durables pour l'exportation de la pomme, ou est-ce qu'il va falloir quand même revenir vers la Russie? Non, si on peut. C'est un peu tôt pour le dire, c'est pas des vases communicants parfaits et on n'ouvre pas des marchés avec autant de facilité que cela, même si jamais, on va dire grâce au bas prix, sans doute que des débouchés ont pu être trouvés, alternatifs, qu'on n'imaginait pas. Mais non, ce qui aujourd'hui inquiète beaucoup les producteurs français, mais sans doute les producteurs européens, c'est qu'on a pris conscience, sans doute avec l'embargo, que la production européenne était en tendance haussière et qu'on était potentiellement en surproduction durable.
et aggravé bien entendu par cet embargo. Et donc l'inquiétude, c'est bien sûr de la réouverture du marché russe que l'on espère, hein, forcément. Mais au-delà de ça, on pressent une compétition qui va être accrue. En plus, cet embargo a révélé aussi des comportements patriotiques de chacun des pays d'Europe. Ça a été une donnée importante dans les échanges, hein, y compris, je l'espère, un peu en France, hein, qui fait que il y a une nécessité, surtout pour la France, hein, d'aller chercher des marchés hors Europe, puisque la tendance sur les marchés européens, elle est quand même baissière pour le débouché français. Alors il faut revenir quand même un instant aussi sur les mesures que l'Europe, la Commission européenne a tenté de prendre pour venir en soutien auprès des producteurs européens. Ça n'a pas fonctionné. On s'est retrouvé comme il y a 4 ans au moment de la crise des Escherichia coli. Les mesures qui ont été prises n'ont pas pu être ou ont été très bien exploitées par certains et peu par d'autres. Oui, je ne sais même pas si elles ont été très bien exploitées par certains. En tous les cas, ça n'a pas été miraculeux, hein. Là encore, il y a une dimension assez administrative à ces mesures qui fait que ça a pu être vu dans certains cas comme une opportunité alternative à un débouché industrie haute. Mais franchement, ce n'est pas ça qui a... je crois qu'on parle de 300 000 tonnes sur les 12 millions de tonnes. Ça a pu contribuer un peu, mais ça n'a pas conforté le revenu des producteurs et ça n'a pas vraiment assaini le marché. Éric Gouache, sur ce point ? Oui, je crois que vous faisiez allusion au budget, aux subventions éventuelles de l'Union européenne sur les pays concernés. Donc effectivement, il y a eu, je pense, 3 niveaux de décisions qui ont été prises à partir de l'embargo. Un premier déblocage de 128 millions d'euros qui avait été décidé fin août, début septembre, dont la Pologne avait prévoté 87% de l'enveloppe, qui a été immédiatement retoquée, puisqu'en fait 87% de l'enveloppe polonaise correspondait à plus que leur production locale. Donc il fallait arrêter un petit peu ce déséquilibre. L'Union européenne s'en est aperçue un peu tard, mais s'en est aperçue, donc elle a bloqué l'envoi de cette subvention qui a été réétudiée, recalculée dans les mêmes montants. Et effectivement, après, il y a un flou artistique entre la décision et l'affectation de ce montant et, j'allais dire, concrètement, ce que les producteurs pouvaient toucher ou pas. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué, mais il y avait une notion d'organisation de producteurs, il fallait être organisé, centralisé. Bon, c'était assez compliqué, le producteur n'y se retrouvait pas. Et j'allais dire, ça s'est concrètement mis en pratique plus localement que, j'allais dire, nationalement. C'était dévolu aux conseillers régionaux qui facilitaient soit d'une part des avantages de trésorerie ou des réductions de taxes, notamment avec les cotisations MSA. D'accord. Donc finalement, il y a eu un peu d'argent qui a été distribué, mais dans des circonstances très compliquées. Et de toute façon, on n'a toujours pas de gestion, de mécanisme de ce type de crise, de mécanisme de gestion de ce type de crise. Parce que rien n'a été remplacé pour l'instant, rien n'a été mis en place. Non, du tout. Enfin, le ministre de l'Agriculture va vous dire qu'effectivement, il y a des sommes qui sont affectables à ce type de crise, mais la mise en pratique est tellement compliquée, notamment que les décisions ne se prennent qu'à l'unanimité, qu'encore une fois, c'est très compliqué de prendre une décision, d'en avoir des concrétisations pratiques au niveau de la production. Daniel Sauvêtre. Et malgré la volonté, on voit qu'il y a une vraie limite technique, hein, à réagir. En fait, on voit que les dispositifs européens, ils peuvent marcher quand ils s'inscrivent sur le long terme, quand tout roule. Mais pour être réactif face à un événement comme celui-ci, on a bien vu que ça ne pouvait pas être opérant, quoi. Donc absence de mécanisme de gestion de crise en Europe. On va revenir à la Russie, Jean-Louis Bougny, et puis on va essayer de faire un peu de prospective. Donc, réunion, Éric Gouache le rappelait tout à l'heure, réunion de la pointe d'étape fin juillet de la Commission européenne. L'embargo est en théorie pour 1 an, donc s'arrête le 6 août au soir. S'il fallait faire un peu de boule de cristal, aujourd'hui, 22 avril, vous pensez que la tendance se dessine vers quelle issue ? Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que les dirigeants des deux côtés vont vouloir mettre fin à ces sanctions. Ils cherchent évidemment des façons de sortir de la crise qui leur paraissent pas trop humiliantes, quoi. C'est toujours comme ça, hein. Les Russes, on ne le disait pas, mais les dirigeants russes espèrent toujours que ce type de crise, donc d'embargo, vont favoriser chez eux la renaissance de l'agriculture.
C'est quasiment illusoire parce que la Russie manque de bras, la Russie n'a pas de paysans. On a un territoire géant où on peut cultiver énormément de choses, mais elle manque énormément de bras. Donc il y aura effectivement une petite avancée, mais c'est dérisoire quasiment. Donc les dirigeants russes ont eux aussi intérêt à ce que les portes se réouvrent, bien évidemment, et dans les deux sens, bien sûr. Éric Gouache, vous avez la même impression? Oui, en fait, je pense qu'à notre niveau, on se doit d'être optimiste, sinon il vaut mieux tout laisser tomber. Je rappelle quand même que la Russie dépend des importations à hauteur de 35%, ce qui n'est pas rien, il faut le rappeler, ils sont pas autonomes quant à leur consommation. Donc 35% sur un pays qui comprend 148 millions d'habitants, c'est significatif. Maintenant, nous avons des indices, j'allais dire, parce que je pense que même que Vladimir Poutine lui-même ne sait pas si l'embargo sera levé le 7 août, puisque ça dépend effectivement de la situation géopolitique à cette époque-là. Je dirais qu'actuellement, comme vous le savez, on est en train de voir certains pays qui, si ce n'est, essayent de s'émanciper, mais prennent des initiatives, notamment la Grèce. J'allais y venir. On rappelle que le Premier ministre grec est allé il y a quelques semaines à Moscou et notamment a évoqué cette question-là, en essayant de jouer un peu cavalier seul. On est bien d'accord. Donc on n'est pas ici pour faire de la politique, mais concrètement, hein, donc il y a un dossier grec, il y a un dossier hongrois et un dossier chypriote. Je rappelle également qu'à l'issue de l'embargo, les Finlandais également n'étaient pas spécialement d'accord avec les mesures prises parce que ça gênait considérablement leur agroalimentaire local. Alors, d'un côté politique, on peut s'émouvoir du fait qu'il y a une volonté effective de division en Europe. Maintenant, si effectivement l'Europe est divisée au moment de la prise de décision de la reconduction des sanctions ou pas, comme il faut qu'il y ait unanimité pour que la sanction soit reconduite, ça peut peut-être effectivement aider à la levée de l'embargo. Oui, donc pour que les sanctions soient prises, c'est unanimité. Comme il y a déjà quelques pays réticents, on peut supposer qu'ils pourraient ne pas avoir de sanctions reconduites. Oui. Daniel Sauvetre. Non, en fait, je voudrais poser une question à mes deux collègues qui sauront mieux y répondre que moi. C'est au-delà de la levée de l'embargo, l'inquiétude que l'on peut avoir, c'est la fragilité des entreprises importatrices qui, à la suite de ce long embargo, ont sans doute une situation financière qui pourra inquiéter du côté des exportateurs parce que les couvertures qui n'étaient pas toujours simples à avoir vont devenir encore plus difficiles à obtenir. Et donc, il y a quand même une difficulté supplémentaire. Et je crois qu'aujourd'hui, même si jamais ils ont la capacité à importer à partir de l'hémisphère sud, personne ne se rue pour exporter sur la Russie compte tenu de la fragilité du secteur. Est-ce que je me trompe? Jean-Louis Bonny, vous pouvez répondre? Tout à fait. Daniel Sauvetre a entièrement raison. Il faudra être très prudent lorsque les sanctions, souhaitons-le, seront levées, parce que beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises moyennes de petite taille, ont trop souffert, donc certaines ont disparu déjà. Certaines sont en sommeil, mais je ne suis pas sûr qu'elles se réveillent un jour. Donc il faudra être extrêmement prudent parce que recommencer à travailler, ça signifie qu'il faudra faire des concessions, hein, il faudra faire des crédits, donc puisqu'il n'y aura pas de couverture de toute façon, sauf peut-être des cautions bancaires, mais qui coûtent très cher, qui sont très difficiles à mettre en place. Donc le redémarrage sera très, très compliqué de ce fait-là, oui, c'est vrai. Oui. Parce que quand on travaille avec des structures qui sont très solides, il y en a quelques-unes qui n'ont pas souffert. Bon, on n'a pas de problème, mais il y a beaucoup d'opérateurs travaillent avec des structures moyennes, de taille moyenne, et qui, elles, manquent de liquidité, de trésorerie, et donc peuvent être très dangereuses. Oui, il peut y avoir effectivement un danger énorme à travailler avec des petites structures. Il faut être très, très, très prudent. Éric Gouache, vous avez aussi cette impression? Oui, je confirme totalement. Et je suis renchéri d'ailleurs sur le fait que toutes les assurances crédit, quelles qu'elles soient, ont supprimé les couvertures sur le marché russe. Non pas sur des problèmes d'incidents de paiement réels, mais sur la notion de risque pays. À partir du moment où un pays est sous embargo, les assurances se dégagent de toute responsabilité. Quoique, on peut en rediscuter puisque je suis au courant de certains secteurs qui ont conservé certaines couvertures sur le marché russe. Allez-y. Les vins et les spiritueux, par exemple, qui est un produit qui n'est pas sous embargo. Donc oui. dans la notion de risque pays, je pense qu'il y a deux poids, deux mesures. Bon, ça c'est à voir avec les assureurs concernés. Ceci étant dit, effectivement, je confirme ce que dit Jean-Louis, les opérateurs russes ont été fragilisés. Avant l'embargo, il y a eu des marchés de gros qui ont disparu, donc qui ont également déstabilisé le marché local. Ceci étant dit, les Russes ont quand même réagi aussi très vite et ont trouvé des produits, si ce n'est équivalents
qui se sont substitués à ce qu'ils achetaient en Europe. J'ai par exemple un importateur russe qui a décuplé ses imports de bananes notamment. Donc ils ont continué à vivre, hein. Comme dit Jean-Louis, les étals ne sont pas vides, les supermarchés sont alimentés. Donc c'est vrai si l'embargo devait se lever demain, le vrai problème que nous aurions, ce serait un problème de sécurisation financière que nous n'avons pas aujourd'hui. Oui, parce qu'il faudra un certain temps avant que cette sécurité financière revienne, Jean-Louis Boni. Donc les entreprises, si elles veulent repartir le 7 août, elles iront seules à leur risque et péril. Oui, ces risques et périls, c'est bon pour beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises, des producteurs en France, qui ne sont pas des très grosses structures avec une solidité énorme. Il vaut mieux éviter, des fois peut-être attendre un peu. Alors pour revenir sur ce que disait Eric, les magasins, c'est vrai, ne sont pas vides de certains produits. Les fromages français manquent énormément. On peut prendre un risque dans une certaine illégalité, sans doute, en vendant un camion de pommes ou 2 camions de pommes. On ne peut pas prendre le risque de vendre un camion de fromage qui ont été affinés, et un camion qui coûte une fortune, bien évidemment. Donc je veux dire que le manque de fromage fait souffrir la population russe, mais malgré tout, pourquoi on vend du vin ? Parce que la classe moyenne russe, qui s'est constituée ces dernières années, aime le vin français. Elle aime les vins qui correspondent maintenant à un goût nouveau en Russie, c'est-à-dire les vins secs, donc des vins qui sont dans un prix moyen, je dirais au départ de France, entre 5 et 10 euros. Je parle de la classe moyenne. Hein. Donc ça plaît beaucoup aux Russes, aussi bien au public féminin qu'au public masculin. Donc là, ces gens-là mangent aussi du fromage, bien sûr. Alors évidemment, on peut vivre sans fromage français, ça fait pas l'ombre d'un doute, sans artichaut même, et sans asperges sans doute. Mais les Russes souhaitent vivement voir revenir les fromages français dans leur magasin rapidement. Oui. Et je pense que les gens qui achètent le fromage ne sont pas ceux qui achètent les pommes. Donc je ne saurais pas dire si on peut prendre des risques à ce niveau-là, mais il faut être de toute façon extrêmement prudent pour recommencer à travailler. Donc oui, cette classe moyenne qui a atteint un certain niveau de vie n'a pas envie de revenir arrière. Non, pas du et tout. a envie de garder ce niveau de vie et ce confort et cette habitude de consommation. Oui, bien sûr, c'est très très bien pour nous, c'est très bien pour la France parce qu'on produit des produits de qualité, bien sûr, qui sont tout à fait appréciés par cette classe moyenne. Et tout ce que nous aimons, nous, les Russes l'aiment, c'est nous qui les avons appris à manger au 19e siècle pratiquement. Dans chaque famille russe un peu importante, il y avait une gouvernante française, ou un cuisinier français. Donc les Russes aiment tout ce qu'on aime et ils le redécouvrent parce qu'ils ne le savaient pas dans les années 90, mais ils le redécouvrent et ils consomment nos produits avec beaucoup de plaisir, ce qui est une grande chance, d'où l'absurdité de cet embargo qui prive tout le monde du plaisir de bien manger et puis surtout de la possibilité de travailler. Donc il y a une envie de France et de produits français en Russie, mais on les met sous embargo. Bref, Daniel Sauvêtre, la situation est paradoxale. Les professionnels ont envie que l'embargo soit levé, mais en même temps, Éric Gouache et Jean-Louis Boni nous disent attention, il ne faudra pas y aller trop vite, il va falloir être prudent parce que ce sera risqué de retourner sur le marché russe. Vous, en tant que président des producteurs français et avec vos homologues européens, finalement, quelle préconisation vous allez donner, quelle analyse vous avez ? Non, il faut savoir quand même que dans ce contexte, la France n'est pas la plus impactée puisque le débouché russe, même si pour telle ou telle entreprise c'était un débouché très important, ou pour telle variété, pour Granny, pour Golden, malgré tout c'était entre 35 et 55 000 tonnes sur une récolte d'1,5 million. Donc c'est pas, nous ce que l'on craint c'est l'effet systémique, c'est-à-dire que finalement quand il y a trop de pommes en Europe, il y a forcément un contre-coup sur le marché intérieur, mais c'est pas l'impact le plus direct. Et puis après, moi je retiens ce que vient de dire Jean-Louis, c'est que ça va mettre du temps à se remettre en place, mais on peut avoir presque une confiance de long terme une fois que les problèmes politiques seront réglés. Donc gardons l'espoir sur l'ouverture du marché russe et sur le long terme et ce que cela peut apporter comme débouché à la pomme française. Temporairement, c'est pas la priorité pour la pomme française, mais il faut être de plus en plus différencié en termes d'offres, en termes de variété pour avoir une singularité en France.
compte tenu de cette forte récolte qui monte en Pologne, compte tenu de ce que font nos amis italiens, la voie, elle est quand même de singulariser par des terroirs, par des variétés, par des savoir-faire, par des débouchés autres. C'est ça le message, mais qui reste assez constant, et on le verra cet après-midi. Il faut avoir les yeux tournés vers le grand large et chercher en permanence à être très vigilant sur l'ouverture de nouveaux marchés, parce que quand il y en a un qui ferme, l'autre s'ouvre, et plus on a de débouchés, moins on est sensible à un risque pays, quoi. Éric Gouache, à l'AFRA, vous avez une vision plus globale du marché agroalimentaire et des échanges avec la Russie. Quelles sont les productions françaises qui sont le plus touchées par l'embargo ? Proportionnellement, comme disait Daniel, au volume exporté en Russie. Donc que ce soit la filière animale ou végétale, les tonnages sont de l'ordre, effectivement, on peut discuter sur les chiffres, mais de 50, on va dire, à 70 000 tonnes en matière de pommes et poires, sont de 120 000 tonnes en matière de viande, donc c'est quand même des chiffres relativement significatifs. Après, effectivement, au-delà des solutions que les opérateurs, qui sont industriels ou de fruits et légumes, vont trouver, il y a la notion de repli, et cette notion de repli passe par des solutions qui sont plus ou moins sécurisées. Nous avons au niveau de l'interprofession des dossiers phytosanitaires, vétérinaires effectivement en cours. Il y a quand même des produits qui sont en discussion avec la pomme de terre de consommation, avec les plants de semences, les gras de porc, les abats, pour lesquels il y a l'embargo risque d'être levé prochainement, sous le coup d'ailleurs de contrôles vétérinaires et phytosanitaires russes. Alors pour être clair, là on parle d'embargo phytosanitaire et pas d'embargo politique. On est bien d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. En marge de ce qui se passe politiquement, nous menons des dossiers techniques pour que quand la politique aura levé l'embargo, nous ayons les dossiers à jour pour les concrétiser au niveau des volumes. Il y a déjà des possibilités de lever de certains embargos, même avant la fin. Oui, nous avons des dossiers en cours. Il y a un embargo qui a été levé récemment sur les animaux vivants. Donc nous avons des dossiers sur lesquels nous travaillons. Jean-Louis Bouny, vous travaillez sur le marché, avec le marché russe sur d'autres produits que la pomme, de votre côté ? Oui, mais je ne souhaite pas en parler, mais oui, bien sûr. C'est dommage. Mais quand je vous disais que la classe moyenne donc consomme avec plaisir nos produits, et de plus en plus, bien sûr, parce que la Russie est en crise actuellement, mais le président Poutine a dit que ça n'allait durer que 2 ans. Donc. Mais malgré tout, la classe moyenne est toujours là, elle se développe et la demande de produits français donc, dans différents domaines va augmenter. Tu sais, quand on parle de consommation de classe moyenne, nous vendons des pommes en Azerbaïdjan et au Kazakhstan parce que la classe moyenne de ces pays-là a les possibilités financières d'acheter nos produits. Donc même si la Russie a trouvé des produits de substitution, comme le disait Eric, avec par exemple la banane, tous ces pays ne sont pas prêts à se tourner. Enfin, ils ne trouveront pas ailleurs souvent ce qu'on leur propose, et notamment dans les pommes de haute gamme, dans les pommes de grande qualité, mais dans les autres produits aussi. Donc, on parlait du vin, mais les fromages, tous les produits que les Russes consomment avec plaisir, ils vont pas revenir en arrière, je veux dire, ils attendent que tout reparte. Donc moi je suis optimiste sur la levée des sanctions, et ensuite, quelles que soient les difficultés qui peuvent y avoir, évidemment, à chacun de contrôler, donc d'essayer de comprendre avec qui ils travaillent, donc de prendre des renseignements, de travailler peut-être avec des paiements d'avance quand c'est possible. Je pense que on a de beaux jours devant nous avec la Russie, tous les producteurs et tout, ça il faut être optimiste de toute façon, bien sûr. La Russie est un pays proche, on n'est pas loin de la Russie, géographiquement. On n'a pas des océans à traverser. Daniel Sauvêtre, tous les ans, au mois de septembre, il y a un salon alimentaire à Moscou. La filière française y était l'an dernier malgré l'embargo. Pour le prochain salon, vous avez déjà pris une décision? Vous attendez de savoir comment ça va se passer? Je pense que je ne vais pas dévoiler un secret, mais je pense que l'on sera présent encore cette année au World Food Moscou. World Food Moscou, c'est ça. Éric Gouache, il faut y aller? Je pense que ce serait une grave erreur de ne pas y être. Alors, bien évidemment, il n'y aura pas d'exposants faute de combattants, mais que l'interprofession y soit présente, à mon avis, est obligatoire, sachant que nous savons déjà que la plupart des autres pays européens sont présents. Donc, il ne faudrait pas quand même que, déjà que nous avons perdu une part de marché, que nos clients nous oublient. Parce qu'effectivement, si l'embargo devait être levé demain, ça va laisser des traces. On va avoir du mal à récupérer les volumes et les relations commerciales que nous avions avant le mois d'août.
Je peux vous dire également que nous avons préparé avec l'ambassade de France à Moscou une journée franco-russe à l'occasion du World Food en septembre, avec les services de l'ambassade qui effectivement feront une mise à jour s'approchant du mois de juillet pour voir si les conditions peuvent être réunies ou pas, parce que le cas échéant, bien évidemment, si l'embargo est reconduit, bien sûr la manifestation sera annulée. Mais j'allais dire, les services de l'État sont mobilisés pour faire comme si l'embargo était levé à partir du 7 août. D'accord, bon, mais c'est plutôt une note optimiste. On va s'acheminer vers la conclusion. Je voudrais, Daniel Sauvêtre et Eric Gouache, que vous réagissiez à la proposition du début de Jean-Louis Bouni qui disait finalement tout ça vient du fait qu'on se connaît mal avec la Russie, qu'on a perdu une connaissance qui a pu être intime dans d'autres moments de notre histoire, et proposer la création d'un groupe de réflexion d'amitié franco-russe. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie et est-ce que vous seriez prêt à y aller ? Ah mais moi je trouve l'idée excellente. D'ailleurs quand j'écoutais Jean-Louis, j'ai dit non seulement ça doit être un bon agent commercial, mais alors comme conseiller géopolitique, il est extraordinaire. Mais d'un autre côté, ça doit être sa formation de commercial, parce qu'on sait que l'histoire de la paix dans le monde, c'est l'histoire des relations commerciales, hein, c'est l'économie de marché. Quand on commerce, en général, on aplanit les difficultés, on apprend à se connaître, et c'est le grand secret de l'échange. Donc à la limite, c'était un bel hymne à l'économie de marché que nous faisait Jean-Louis. Donc moi je soutiens à fond cette initiative. On va en faire le porte-parole auprès de tous les interlocuteurs. Éric Gouache, la FRA peut donner sa contribution à cette idée ? Sa contribution, oui, bon, c'est pas sa fonction première. Contribution intellectuelle. Mais j'entends bien, mais dans les fédérations d'ailleurs et les membres associés à la FRA, il y a une fédération qui s'appelle le Cercle Kondratiev, en hommage aux grands économistes russes, qui effectivement œuvrent dans les relations amicales que peuvent avoir un pays comme la France et la Russie. Donc cet organisme existe déjà, et bien évidemment, nous sommes tout à fait disposés à le compléter. Merci. Jean-Louis Bouni, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Vous êtes passionné de ce pays, vous êtes passionné des relations entre nos deux pays. Alors voilà, je vous donne la conclusion. Oui, entre la France et la Russie, c'est une longue histoire d'amitié et une longue histoire d'amour. Je dirais les Russes, on est très proches des Russes, à vrai dire, beaucoup plus que souvent les Français et les Russes eux-mêmes ne le savent, bien évidemment. C'est dommage. Je regrette que la formation de nos journalistes ne les incite pas à plus se tourner dans les écoles de journalisme. On devrait beaucoup plus leur parler de la Russie, qui est un pays européen. Les Russes se veulent européens. Donc il faut penser à ça, il faut être proche des Russes. Il faut vouloir travailler avec eux, c'est extrêmement important. Il ne faut surtout pas avoir des réactions rapides, simplistes par rapport à leur président. On ne parle pas de la Russie, on parle de Poutine. Moi, souvent, mes amis français me disent alors ton Poutine. Mais je dis d'abord, c'est pas mon Poutine, mais c'est les Russes, c'est la Russie, c'est autre chose que simplement un président qui est de passage. Mais il faut se tourner vers ces gens-là. Il y a tellement à faire avec la Russie, et puis il faut avoir des relations effectivement amicales et autres. Mais quand je pense à des think tanks, je pense à des think tanks qui sont propres à la France, pas forcément des groupes d'amitié, des groupes de réflexion qui permettent de comprendre. Le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis en Russie, donc en 1946 ou 1947, avait fait une note très importante au président des États-Unis à l'époque en lui disant « Si vous voulez qu'on comprenne l'URSS, c'est notre adversaire. Il faut créer des think tanks, des universitaires, des hommes d'affaires, des services de renseignement, bien évidemment, dont c'est la fonction première. Donc, mais Reagan avait renouvelé ça aux États-Unis. On a coupé les crédits. Il n'y a plus de connaissance réelle de ce qu'est la Russie. On ne peut pas prendre des décisions politiques importantes par rapport à un pays si on ne le connaît pas. Et pour ça, il faut des gens dans différents milieux, dans différents domaines, qui apportent leur réflexion, qui apportent leur connaissance, et qui réfléchissent ensemble, bien sûr. Eh bien, on va retenir cette proposition et peut-être qu'on pourra en reparler l'année prochaine. On fera le bilan, on verra où on en est. Merci à tous, merci Daniel Sauvêtre, merci Jean-Louis Bouni, merci Éric Gouache. Merci à tous.